Bonjour à tous, du coup je suis Choukofa Alipour, CCU à Besançon. Je vais vous présenter Opsisec Colo. C'est un travail de thèse de Sarah Accard qui a été dirigé par le professeur José Philippe Moreno et dont j'ai hérité après par la suite. Alors, comme tout le monde le sait, le cancer colorectal, c'est une pathologie qui touche une grande partie de notre population. En France, on n'est pas très bon élève parce que la population cible du dépistage du cancer colorectal est estimée à 20,8 millions de personnes, alors que seulement 6,2 millions l'effectuent, ce qui correspond à peu près à 34,2% sur l'année 2022 à 2023. Le dépistage colorectal en France, il est organisé avec le test fécal immunologique, qui est considéré comme un gold standard au niveau des tests de dépistage, avec dans certains autres pays, par exemple la coloscopie. L'objectif européen, normalement, est acceptable pour le taux de dépistage du cancer colorectal est de 45%. On en est loin avec les 34,2 en France, et souhaitable de 65% pour avoir vraiment une efficacité au niveau de la prévention du risque. Il y a 4 principaux freins qui ont été identifiés pour le dépistage du cancer colorectal. C'est la méconnaissance de ce cancer et de ce qu'il implique, et également de son dépistage. Une gêne qui peut être éprouvée sur les modalités de réalisation du dépistage, le sentiment de ne pas être concerné par cette problématique et l'absence de symptômes éprouvés. Le sentiment de ne pas être concerné, ça rentre aussi dans la volonté de ne pas être concerné et dans le déni qu'on peut avoir dans ces situations-là. Il a été démontré également que l'utilisation d'actions ciblées augmentait la participation au dépistage des patients, et c'est pour ça qu'on a pensé à réaliser cette thèse, avec notamment le médecin généraliste qui a une part prépondérante dans le dépistage du cancer colorectal et qui est un des acteurs clés dans ce cadre-là. L'objectif principal de notre étude était donc d'évaluer l'efficacité chez les patients non à jour d'une stratégie de rappel téléphonique par le médecin généraliste traitant et les autres membres de la MSP qui participaient à cette étude sur la participation au dépistage du cancer colorectal. L'objectif secondaire était d'identifier les raisons du refus au dépistage du cancer et essayer d'évaluer ce qui pourrait influer justement sur ce reflux. C'était une étude, notre étude du coup, c'était une étude quantitative, prospective, en soins courants, multicentrique, puisqu'elle a eu lieu sur 4 MSP en Franche-Comté. Les 4 MSP regroupaient 11 médecins généralistes. Elle a eu lieu entre mars 2023 et juillet 2023. Et la population cible était les patients, que ce soit des hommes ou des femmes, de 50 à 74 ans, qui étaient considérés à risque moyen de développer un cancer colorectal et non à jour de leur dépistage. Du coup, on a exclu les patients qui avaient un haut risque avec la nécessité haut risque et très haut risque, la nécessité de coloscopie. Le critère de jugement principal était l'augmentation du taux d'acceptation de participation au dépistage d'au moins 20 points par rapport à la moyenne en Franche-Comté qui était de 30,4%. Le critère de jugement secondaire, c'était identifier les facteurs modulants, avec notamment l'âge des patients, le lieu d'exercice du médecin généraliste et l'âge et le sexe, oui. Il y a eu un calcul du nombre de sujets nécessaires qui a été réalisé et qui retenait du coup 216 patients nécessaires. Bien sûr, on a fait une déclaration CLIL. Ça, c'est le schéma de l'étude. Pour obtenir la liste des patients non à jour, on est parti des listes de la CPAM qui ont été transmises et on a fait un travail en allant dans les dossiers des patients pour éliminer tous ceux qui finalement étaient à jour, parce que les listes étaient annuelles et on a pu éliminer les patients comme ça. On
on a demandé aux médecins généralistes de nous transmettre leur ROSP du 4e trimestre de 2022 et du 2e trimestre de 2023 pour évaluer s'il y a une augmentation de ce taux après l'intervention. Et les appels ont eu lieu du coup entre mars et juillet. L'appel pouvait être fait par une infirmière azalée quand il y en avait une dans la MSP, la secrétaire, l'interne ou le médecin généraliste traitant. Il y avait un guide transmis à tous les participants avec les questions, les informations à transmettre sur le dépistage, sur les modalités et du coup la proposition de prendre un rendez-vous pour avoir le kit fourni aux patients. S'il y avait un premier appel qui était réalisé, si le patient ne répondait pas, on essayait au moins 1 heure après, toujours en laissant un message vocal et les invitant soit à nous rappeler, soit quand on arrivait à les avoir sur le 2e appel. Voilà, du coup, ça, c'était le projet OptiDec. On n'avait pas fait que le côlon, il y avait aussi le col de l'utérus et le sein, et c'était financé par la FEMASCO et l'ARS Bourgogne-Franche-Comté. On a pu rémunérer, une petite rémunération, mais on a pu rémunérer nos participants. Au niveau des résultats, on a 886 patients du coup qui ont été inclus dans l'étude, avec une distribution assez homogène au niveau des âges. On avait plus d'hommes. L'âge moyen était de 61,2 ans et on avait une distribution urbain et rurale qui était assez équitable. Il y a eu 600 échanges téléphoniques qui ont pu être réalisés avec 208 messages vocaux laissés et 70 patients qu'on n'arrivait pas du tout à joindre parce que mauvais numéro. Voilà. La durée moyenne des appels était de 5 minutes par patient et ça variait entre 2 minutes et 7,3 minutes. Sur les 600 échanges téléphoniques, il y a 363 patients qui ont accepté de réaliser le test, ou en tout cas pour lequel on a pu transmettre la pochette. 80 patients avaient déjà fait le dépistage, malgré du coup le nettoyage qu'on avait fait des listes précédentes. 29 patients étaient non éligibles, et parce que du coup, pareil, les dossiers n'étaient pas forcément complètement à jour. On a eu un taux d'acceptation du coup qui est de 73,9% chez ces patients qui étaient bien non à jour. Parmi ces 363 patients qui avaient accepté de réaliser le dépistage, on a 147 patients qui sont venus qui ont pris rendez-vous tout de suite à la suite de l'appel. On avait quand même quasiment 30% des patients qui avaient le kit à la maison mais qui ne l'avaient pas réalisé. Là, on a essayé d'analyser du coup l'acceptation en fonction de l'âge, du lieu d'exercice du médecin, le sexe et le statut de l'appelant. Les patients urbains acceptaient un petit peu plus le test, la réalisation du test colorectal. On passe de 78% pour les patients urbains à 69% pour les patients ruraux. C'est plutôt les patients jeunes qui acceptent de faire le dépistage et le statut de l'appelant joue beaucoup. Quand c'est l'interne, en général, il se faisait remparer. Voilà. Quand c'est le médecin généraliste, ça passe mieux. Ah oui. Oui, il y a une grosse différence. On a ensuite évalué les motifs de refus. Alors, il y avait la case refus des dépistages en fait, toutes les données étaient agrégées dans un Excel, et puis on avait crainte des résultats, manque de temps, refus des dépistages ou autres. Refus des dépistages, après, aller au téléphone, les intervenants ont essayé de voir un petit peu qu'est-ce qui rentrait dans ce refus de dépistage. C'était assez flou. Il y a beaucoup de monde qui coupait court à la conversation, mais finalement, en creusant, ça rentrait dans crainte du résultat. Et parfois, c'est des choses purement administratives. Ils sont plus dans la région, ou voilà, des choses comme ça, quoi. Les hommes avaient plus de refus de dépistage par manque de temps par rapport aux femmes. Et voilà.
On a 15% contre 1,7%. Le refus de dépistage est en général le motif le plus souvent exprimé par les femmes. Donc, du coup, il faudrait creuser un petit peu plus sur cet item. Il y a une diminution. Alors, en fait, sur ce tableau, j'ai regroupé parce qu'on avait 2 MSP urbains, 2 MSP rural. Et il y avait une MSP au niveau rural où il y avait beaucoup moins de refus. C'est pour ça que les résultats sont significatifs. Ça a un peu modéré. Ça a modéré. Et au niveau des ROSP, en fait, au niveau des ROSP calculés finalement avec les listes mises à jour, on a eu 78% 68% de ROSP moyens, alors que en Franche-Comté, normalement, c'était 30,4%. Ça montre bien que les listes de l'assurance maladie et le calcul des ROSP n'est pas du tout adapté. Nous, on a vu une vraie augmentation des ROSP, du coup, qu'on avait calculé nous-mêmes, de 15%, alors que les ROSP de l'assurance maladie montraient pas une augmentation significative. Pour finir, du coup, cette étude, elle a bien pu entériner le fait que l'appel téléphonique marche, ça marche mieux chez les personnes jeunes. Ça, c'est un peu discordant par rapport à la littérature. En général, c'est les personnes plus âgées qui s'y prêtent. Mais ça peut rentrer dans le cadre de la lassitude instaurée par les dépistages, notamment chez les femmes, où on a la mammo, le frottis en plus. On a plus d'hommes également qui ont été touchés par l'appel téléphonique. Ça colle bien avec les données de la littérature. Et voilà, le médecin traitant, ça a place prépondérante avec la relation de confiance qu'on a. Et c'est indispensable. C'est un outil qu'on peut utiliser pour justement améliorer ces dépistages. Les limites, c'est que en fait, on n'a pas vérifié s'ils ont bien réalisé leur test après. C'était un peu une promesse de don, avec le biais de désirabilité qui est toujours là, surtout quand c'est le médecin traitant qui appelle. Et on n'a pas pu évaluer l'action de l'assurance maladie, des CRCDC, avec notamment Mars Bleu, qui arrivait pile durant la période, au début de l'étude. La force, par contre, c'est qu'on a bien réussi à avoir, on a 600 échanges téléphoniques, alors qu'il nous fallait 216 patients au niveau du calcul du nombre nécessaire. Et c'est une étude multicentrique. Du coup, c'est efficace sur les hommes. Le médecin généraliste, c'est un rôle clé. Et ça, c'est un peu une étude préliminaire qu'on avait réalisée. On a eu un projet qui est financé, on a répondu à l'appel à projet Respire. Et du coup, on va réaliser un protocole chez les médecins généralistes traitants en randomisé contrôlé pour justement limiter les biais qu'on a mis en évidence sur notre étude et pouvoir voir l'action de l'appel. C'est une étude du coup financée et ce sera le médecin généraliste, mais surtout en fait des ARC qui passeront les appels sous le contrôle du médecin généraliste, ce qui permettrait d'éliminer le biais de manque de temps du médecin généraliste. Merci. Alors on passe aux questions. On a un petit peu dépassé, donc on prendra peut-être quelques questions seulement. Bonjour, Lakshmi, je suis médecin généraliste à Poitiers. C'est très intéressant parce que nous, on l'a mis en place avec nos azalées, ce truc-là. On n'a pas fait de test ni rien, on a essayé. Jamais fait autant de frottis, j'ai plus de 50 ans depuis 3 mois. Et par contre, on a un gros souci parce que là, c'est super, mais dans nos MSP, qui va appeler ? Alors, et du coup, nous, on a arrêté parce qu'en fait, nos azalées ont dit, mais en fait, nous, on va pas pouvoir faire ça. Et du coup, les ARC, c'est très bien. Le protocole de recherche, c'est très bien. Je pense que c'est très bien de justifier le fait en recherche que ça fonctionne. Mais après, dans la vie réelle, comment est-ce qu'on va pouvoir... Est-ce que vous avez réfléchi à ça, de comment on met en place ce genre de système dans nos maisons de santé, en fait? On a réfléchi à ça. En fait, ça va dans le même sens que ce que l'assurance maladie a mis en place depuis janvier, avec les plateformes téléphoniques où justement ils ont leur liste de patients non à jour et c'est des assistants qui vont appeler. On n'a pas l'aval du médecin traitant. Et du coup, pour le projet, à la suite du projet, nous, ce qu'on voudrait, c'est de financer des postes
parmi les CPTS, par exemple, avec une personne chargée pour plusieurs MSP, par exemple, d'appeler et de dire, d'avoir la possibilité de dire « je vous appelle de la part du médecin, de votre médecin traitant », de vraiment dire le nom. Et comme c'est des postes financés par les CPTS, il n'y aurait pas de charge en plus pour les médecins traitants. Il y a eu des études qui ont montré que même une lettre qui est signée par le médecin traitant, par exemple, ça a déjà un impact sur la participation au dépistage. Du coup, juste que la personne qui appelle dise « je vous appelle, c'est le cabinet machin, je vous appelle de la part de votre médecin traitant », ça va déjà augmenter le taux de participation. Et du coup, ce sera pas... Quand l'Azalée est disponible, c'est top parce que les patients la connaissent. S'il y a une coordinatrice aussi, dans notre étude, on a montré que la secrétaire avait un taux d'efficacité quasiment similaire au médecin traitant. C'est parce que dans une de nos 4 MSP, il y avait une secrétaire très impliquée et tous les patients la connaissaient et avaient confiance en elle. C'est pour ça que si possible, coordinatrice secrétaire Azalée, sinon ce serait les CPTS avec un poste financé. Et comme on aura, normalement le but c'est d'inclure 10 000 patients, ça nous ferait une bille en plus pour justement proposer ça, quoi. Faire valider ça. Juste une remarque, est-ce que vous avez parlé de la date de péremption des tests au téléphone ? Des fois, il y a des échecs avec des dates qui sont dépassées sur les tests. Non, ça ne faisait pas partie du guide de... Okay. Et vous me dites qu'il y a 70% des patients qui ont dit qu'ils allaient le faire. Est-ce que vous avez eu des vrais chiffres de réalisation ? Non, c'est le gros problème de cette thèse. Mais du coup, avec le protocole, les ARC vont contrôler à 6 mois et à 1 an la réalisation du test. Et du coup, il y aura un vrai suivi. Bonjour, merci pour votre présentation. Guy Becken de Bruxelles. Je suis enseignant à la faculté de médecine de l'UC Louvain, qui, comme j'ai dit dans un autre groupe, n'est d'ailleurs pas à Louvain, mais à Bruxelles. Est-ce que vous avez pu évaluer le nombre de conversations qui dévient du style « Ah, à propos, dites un peu à mon médecin que j'ai oublié de lui demander une ordonnance de ceci. Est-ce qu'il a reçu ma biologie clinique ? Quand est-ce que vous pouvez mettre un prochain rendez-vous ?» Non, malheureusement, c'est pas une donnée qu'on a explorée. Non. J'ai pas de... Après, c'est probablement pas il n'y a pas eu beaucoup de déviations parce que la durée moyenne des appels, c'était 5 minutes. Déjà, juste donner les informations sur le dépistage, programmer un rendez-vous si c'était le cas et tout, on est vite aux 5 minutes. Je pense que ça n'a pas eu beaucoup de... Ayant passé moi-même des appels, c'était droit au but. Bonjour, Dr Ford de Beaune. Alors, ma première question, c'est celle à laquelle vous venez de répondre, c'était la durée moyenne des appels, ça m'intéressait. Et je m'interroge, est-ce que les appelants ont pour mission de convaincre le patient ou est-ce juste répondre aux questions standardisées ? Quelle était la mission première ? Alors d'abord, il faisait 3 phrases sur le dépistage. Bonjour, je vous appelle de la part de monsieur du médecin. C'est dans le cadre du dépistage du cancer colorectal. 3 informations sur le taux. Et après, c'était est-ce que vous êtes d'accord pour que je vous propose un rendez-vous pour récupérer le kit et en rediscuter avec le médecin ? Et si le patient était réticent, ils avaient consigne de leur donner un peu des arguments, effectivement, sur la facilité de réalisation du test. On pouvait rapidement redire comment on faisait le test et sur l'efficacité au niveau de la sensibilité. Mais c'était, du coup, comme on avait différents appelants, on n'a pas pu vérifier que tous faisaient bien ce travail-là, mais théoriquement, ils étaient censés. Et du coup, la durée moyenne, c'était 5 minutes, entre 2 minutes et 7 minutes par appel. On peut prendre une dernière question.
Bonjour, Anna Moudé-Kélotin, je suis généraliste à Lyon. Ma question, c'est peut-être plus pour la prochaine étude. Est-ce que vous allez tenir compte du fait qu'ils récupèrent les kits chez le pharmacien maintenant ? Comme ce sera... Comme on va les appeler, en fait, on aura cette donnée s'ils récupèrent le kit chez le pharmacien. Et en fait, on va vérifier qu'il l'ait réalisé. Le système de patients non à jour, en plus, il a changé entre-temps. Maintenant, on peut avoir accès directement, c'est mis à jour beaucoup plus régulièrement sur Amélie Pro avec l'onglet dépistage. On pourra avoir un suivi plus correct. Et c'est la réalisation du test qui frappe foi. C'est pas récupérer le test, c'est j'ai fait le test. On ira même récupérer les données s'il y a eu test positif, négatif. Si test positif, est-ce qu'il y a une coloscopie qui a été faite et quel est le résultat de la coloscopie. On va contrôler normalement sur les tests de dépistage, il y a 4% des tests qui sont positifs. On pourra même voir si ça se confirme. Merci beaucoup. On va pouvoir passer à la prochaine présentation.